Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rafa ma'akoum. Bonsoir messieurs, dames. Donc aujourd'hui je reviens pour faire une vidéo en français. C'est très important pour les Français, pour l'Occident, pour les musulmans, les Français musulmans aussi, pour qu'ils comprennent, ainsi que les Algériens, les Marocains, tous les musulmans qui comprennent le français. C'est très important comme vidéo, parce qu'on va parler ce soir le conflit chiite-sunnite, dont tout le monde parle depuis ces dernières années. Il apparaît au grand jour qu'il y a un conflit chiite-sunnite, alors qu'il dure depuis la mort du prophète, que les gens ne savent pas, ne vont pas à la recherche, c'est normal. Donc ce conflit, je vais vous démontrer ce soir, on ne va pas parler du problème théologique entre sunnites et chiites, non. Ce soir, je vais vous démontrer comment ils ont fomenté le printemps arabe pour justement combattre le chiisme et provoquer une guerre entre sunnites et chiites. Ça, c'est une analyse que j'ai faite en 2011, exactement le 10 octobre 2011. La vidéo existe, c'est Algérie Complot. Je vais vous la mettre sous la vidéo pour que vous puissiez la voir, pour les gens qui comprennent l'algérien. Donc je ne suis pas en train de faire une analyse après coup, ça veut dire maintenant que ça se passe. Je l'ai faite bien avant la chute de Kadhafi, bien avant l'avènement des frères musulmans au pouvoir en Égypte, bien avant le Rinouchi en Tunisie, juste au début du conflit en Syrie. Donc j'ai prédit tout ça, qu'il y allait avoir une guerre chiite-sunnite et que ce printemps arabe est préparé pour ce but-là. Donc il y a beaucoup de gens qui m'ont attaqué à l'époque, ils m'ont dit ouais parce que tu es chiite, c'est pour ça que tu parles comme ça, et toi je dis ok, le temps nous montrera. Et là nous sommes en plein conflit chiite-sunnite et que tout le monde se demande pourquoi ce conflit sunnite-chiite. En vérité ce n'est pas un conflit sunnite-chiite, c'est une guerre que mène l'impérialisme, le sionisme et le wahhabisme contre l'islam chiite, qui est une autre vision de l'islam. On reviendra sur la théologie, sur l'histoire du chiisme et le sunnisme dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, on va aller pour montrer comment le printemps arabe, pourquoi le printemps arabe. Donc, le printemps arabe, c'est pour démolir le chiisme, pour démolir l'Iran. Il faut abattre l'Iran. Donc, c'est une république qui a été créée en 1979 par l'imam Khomeini, rahimahullah. Il a su faire un État musulman. Ils ont provoqué la guerre contre l'Irak, ça n'a pas marché. Après, c'est les Hezbollah qui récupèrent ces terres du sud-Liban et prend le dessus sur l'armée israélienne qui quitte le sud-Liban. C'était une victoire aussi. Et en 2006, la victoire du Hezbollah et de l'Iran. Ça veut dire que c'est le Hezbollah et l'Iran, c'est chiite. Donc, les musulmans voient que ces gens-là avancent technologiquement, scientifiquement. C'est un pays des entités réprimées, que ce soit par leurs dirigeants, que ce soit par leurs frères musulmans, que par le sionisme et l'impérialisme international, mais qu'ils avancent toujours, qu'ils avancent. Donc ça a commencé les gens ont commencé à se poser des questions. Pourquoi ces gens réussissent là où nous on échoue, les sunnites, alors que nous on a tout. Ça veut dire on a le pétrole, on a le nombre, on est plus nombreux qu'eux, et on a le pétrole, l'argent, tout ça, mais on est à genoux devant l'impérialisme et qu'Israël fait ce qu'il veut en Palestine et que personne ne peut intervenir. Donc les gens ont commencé à se poser ces questions-là, et donc ils ont commencé à chercher c'est quoi le chiisme. Et la vraie guerre qui se passe entre sunnites et chiites, que vous ne voyez pas, parce que les gens en général voient la guerre militaire, l'armée, le terrorisme et tout ça, mais ils ne voient pas la vraie guerre qui se passe à l'intérieur de l'islam. C'est un réveil de l'islam, c'est un réveil culturel, ça veut dire revoir l'islam, revoir l'histoire de l'islam qui nous a été racontée pendant 14 siècles. Et on découvre des choses extraordinaires dans l'histoire de l'islam. Donc ce que les gouvernements sunnites ne veulent pas, ça veut dire qu'ils veulent laisser leur peuple dans l'ignorance. Et c'est ça la vraie guerre, ça veut dire qu'il y a un nombre incroyable de conversions du sunnisme au chiisme, parmi les grands ulama du sunnisme qui se convertissent au chiisme et qui crient haut et fort que les chiites ont raison et que la vision musulmane du chiisme est la vision correcte et la vraie vision de l'islam.
Ok? Je vais vous le démontrer de toutes les façons. On va le voir avec des vidéos et tout, que je vais vous mettre aussi sur ma page, que vous allez pouvoir scruter tranquillement. Ok? Donc, donc, il y a une hémorragie. C'est ça qui fait peur à l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe et les pays sunnites entre-temps. Pourquoi? Parce qu'il met leur pouvoir en danger. Parce qu'il contrôle les peuples avec la religion. Comme l'Arabie Saoudite, elle contrôle tous les pays arabes avec le wahhabisme. Ils ont même réussi à vaincre le sunnisme. Ça veut dire dans les pays sunnites, les gens disent on est sunnite, mais en vérité ils ne sont pas sunnites. Ils disent on est sunnite, malikites ou shafi'ites, mais en vérité ils suivent plus les ulama d'Arabie Saoudite que le sunnisme. Ils ont réussi à leur guerre idéologique, leur invasion idéologique on va dire. Les musulmans en Algérie ou en Tunisie ou au Maroc ou en Égypte disent ouais nous sommes sunnites, mais en vérité ils ne savent pas qu'ils sont wahhabites sans le savoir. Ça veut dire qu'ils se projettent dans Ibn Taymiyyah, dans l'Albani, dans l'Uthaymin, les Cheikh, tout ça c'est des ulama wahhabites qui ont pris la doctrine de Ibn Taymiyyah. On va le voir dans les vidéos, dans les vidéos où je parle de théologie et d'histoire, comme ça on va bien cerner le problème théologiquement parlant. Donc là on va parler de politique, comment ils ont utilisé l'islam pour provoquer cette guerre justement, et qu'ils voient que les peuples fuient, ça veut dire cet islam qui est devenu violent, cet islam qui a fait tant de morts en Algérie, partout dans le monde. Du moment qu'il ne nous touchait pas, qu'il était en Afghanistan contre les Russes, tout ça, tout le monde était d'accord, mais une fois qu'il est rentré chez nous, tous les massacres qu'il a provoqués depuis l'Algérie jusqu'à nos jours, comme on voit comment il tue au nom d'Allah. Ils égorgent, ils tuent, les bombes. Donc, les gens ont commencé à fuir l'islam. Ils ne trouvaient pas, ils ne savent pas c'est quoi cet islam. On ne se reconnaît pas dans cet islam de violence. Et donc, ça a fait qu'ils ont trouvé dans le chiisme une autre vision de l'islam qui est plus calme, plus intelligente, plus proche de l'islam, ça veut dire. Ok. Donc, ils ont provoqué, alors, avec toutes les guerres qu'ils ont provoquées contre l'Iran, il y a un intérêt commun entre le sionisme, l'entité sioniste et l'entité wahhabite. Ce sont deux entités qui se côtoient depuis longtemps, que c'est l'Arabie Saoudite qui a donné l'aval à l'Angleterre pour qu'ils ont signé pour la Palestine, pour l'État israélien. Donc ils sont depuis longtemps, c'est des frères. Ça veut dire ils nous ont crié sur tous les toits que les Arabes n'aimaient pas Israël et que les Arabes c'est comme on dit, on est avec la Palestine et tout ça, mais en vérité on a découvert après le temps que c'était pas vrai. Que c'est eux les plus grands traîtres au monde, c'est les Arabes du Golfe et quelques pays sunnites. Quelques pays, on dit bien sunnites, qui ont reconnu l'État israélien et les ambassades sont dans leur pays normal. Et au peuple, on dit Israël c'est pas bon, les Juifs c'est pas bon. On nous apprend ça à l'école, mais alors qu'eux, ils signent des contrats avec eux, ils reconnaissent leur État. Celui qui ne le reconnaît pas avec le drapeau dans son pays, il le reconnaît sous la table. Donc ils commandent les gens par l'intermédiaire de l'islam. Okay. Donc, ils essaient d'arrêter cette hémorragie, ça veut dire le passage du sunnisme au chiisme. C'est extraordinaire. Je vais vous le montrer, je vais vous le prouver, que c'est ça qui leur fait peur, parce que c'est la guerre idéologique. Alors, une invasion idéologique comme le wahhabisme, on ne peut la vaincre que par une contre-offensive idéologique. Et la contre-offensive idéologique de l'islam chiite est tellement puissante qu'ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à la bloquer. Ce qui fait qu'il faut qu'ils exterminent les chiites physiquement. Donc il faut qu'ils provoquent des guerres contre eux. Ça, c'est pour les pays musulmans. Pour Israël et l'Occident, c'est la force régionale. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas que l'Iran devienne une force. C'est une force déjà actuellement, mais ils ne veulent pas la laisser progresser technologiquement, scientifiquement, pour qu'elle devienne non seulement une force, mais un exemple pour les musulmans. Et ça, ils ne veulent pas. Donc, il y a un intérêt, encore un intérêt, c'est abattre l'Iran. Une fois abattre l'Iran, parce qu'ils disent que l'Iran, c'est le fief du chiisme. Alors que le chiisme est arabe, en général, ce n'est pas perse. L'Iran est devenu chiite, ça fait pas longtemps. Et puis tous les ulama de l'école sunnite, Al-Bukhari par exemple, Muslim, et plusieurs ulama, les plus grands ulama de l'école sunnite, c'est des Perses, en vérité. Okay? Mais ça, ils oublient de le dire. Mais les Perses sont pas bons, donc c'est raciste. Les Perses, il faut les abattre parce que c'est des Perses, ils n'aiment pas les Arabes et tout ça. Et puis, avec la communication de l'ère actuelle, les gens, quand ils font la recherche, ils ont la communication, donc ils ont de l'information, et là, ça a fait un basculement, un gros basculement. On entend parler maintenant des chiites au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, partout. Donc il fallait arrêter cette hémorragie.
coûte que coûte. Quoi qu'il en coûte, il faut arrêter. Comment l'arrêter? C'est provoquer une guerre dans l'intérêt du wahhabisme et des pays du Golfe et dans l'intérêt d'Israël, dans l'intérêt de l'impérialisme international. Okay. Donc, parce que tous les musulmans se posent la question pourquoi on n'est pas unis. On est musulmans, on a la même langue, on a le même Coran, on a la même culture, mais on n'arrive pas à s'unir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gouvernements qui séparent les peuples. Ça veut dire que chaque gouvernement, donc depuis que je me connais sur Terre, on s'est toujours posé cette question. Pourquoi nous, on n'arrive pas à faire, par exemple, un État fédéral avec tous les pays musulmans unis, avec une même économie, une même monnaie, parce qu'on a la même culture et tout. Ce que l'Occident ne veut pas qu'il arrive. Et puis, les tenants de l'islam en Arabie Saoudite. Donc, à cette hémorragie, donc cette guerre culturelle, c'est la guerre la plus importante, plus importante que la guerre militaire. Et quand ils n'ont pas pu arrêter l'hémorragie de la guerre culturelle, idéologie culturelle, l'entrepreneuriat de l'islam, donc ils procèdent par les armes et par l'assassinat et par le terrorisme. Donc, il commence par le printemps arabe. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'était la dernière solution. Donc, il faut renverser tous les pays arabes. Ils ont commencé par l'Algérie, mais ils n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas réussi pour prendre le Maghreb. Donc, ils reviennent avec les printemps arabes, ils provoquent des révolutions populaires avec pas de leader, sans leader. Il n'y avait aucune révolution, on avait un leader clair qui menait ces révolutions. C'est des révolutions établies par l'Occident qui les ont aidés avec les réseaux sociaux et tout ça pour instaurer la démocratie, patati, patata, réveiller les peuples au nom de la démocratie, ce qui était, on peut dire, légitime, il n'y a pas de problème pour la démocratie. Mais derrière, il y avait les islamistes et les terroristes d'Al-Qaïda qu'on a repris sous l'aile de l'Arabie Saoudite et des États-Unis et d'Israël, parce que c'est eux qui les ont créés pour vaincre le bloc de l'Est, la Russie. Donc il fallait les retourner et les remettre dans les pays arabes pour prendre le pouvoir dans les pays arabes et ainsi prendre les armées dans les pays arabes et envoyer la chair à canon pour faire la guerre contre l'Iran et le Hezbollah, détruire la Syrie qui est le point de passage entre l'Iran et le Hezbollah, ainsi que l'Irak, qui est tombé aux mains des chiites après l'invasion des Américains et l'assassinat de Saddam Hussein. Donc, il fallait parer à tout ça parce qu'ils n'y arrivaient plus. Donc, il faut utiliser ces printemps arabes, comme j'ai dit, pour mettre des pouvoirs islamiques et la propagande, endoctriner les gens, un lavage de cerveau par les télévisions, par les mosquées, par les imams, par les livres, par tout ça, pour prendre les jeunes des pays musulmans, du Maghreb et de tous les pays musulmans, ainsi d'Europe, et les prendre et les envoyer à la guerre contre la chair à canon pour démolir tout le Moyen-Orient et arriver jusqu'en Irak, prendre l'Irak et mettre une base de terrorisme aux frontières de l'Iran ainsi que l'Afghanistan, entourer l'Iran et provoquer une guerre d'usure pour faire tomber l'Iran. En plus de ça, on revient, nous, et on prend tout après, quand ils sont fatigués de la guerre, qui s'entretueront entre les musulmans. L'Arabie Saoudite et les États-Unis et Israël vont reprendre le Moyen-Orient, et ils vont le reconstruire, ils vont gagner de l'argent, ils vont prendre le pétrole et le gaz, et tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est ça le plan. Ok? Donc, on commence par renverser Ben Ali par un coup d'État intérieur, et on met à la place un Ghannouchi. La Libye, il fallait faire tomber le Kadhafi parce qu'il devenait dangereux. Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'économie, de la monnaie qu'il allait mettre en circulation, qu'il ne voulait plus du dollar, de Kadhafi le terroriste. Donc tous les ulama, tous les qui se disent ulama des pouvoirs et des palais ont commencé à dire tuer Kadhafi. C'est l'islam qui vous demande de tuer Kadhafi. Tout musulman qui se respecte doit tuer Kadhafi. Parmi eux, le Qaradawi, soi-disant le président de l'association islamique mondiale. Imaginez, alors que des années avant, il disait que le Kadhafi est un vrai musulman, il y a 1 million de musulmans qui ont appris le Coran par cœur en Libye, donc on le remercie et tout. 2 ans après, il dit qu'il faut l'abattre, il faut le tuer. C'est un devoir pour tout musulman. Vous imaginez un peu. Pourquoi? Parce que le Kadhafi, justement avec cette vague de chiisation dans les pays musulmans et la conversion de beaucoup de gens parmi des ulama et tout vers le chiisme, Kadhafi a commencé à revendiquer l'État fatimide au Maghreb. Les Fatimides, c'est l'État
c'est un État chiite. Et il a fait un discours où il a dit « Nous, on est le Maghreb, et le Maghreb est un État fatimide. Ceux qui vous disent que le chiisme, c'est les Perses, le premier État chiite au monde, c'est les Perses et l'Iran. Moi, je leur dis c'est faux. Le premier État chiite dans le monde, c'est au Maghreb, et c'est les Fatimides. Les Fatimides, c'est les gens, c'est les chiites qui étaient au Maghreb et qui ont construit l'Égypte, et qui ont construit l'Azhar, la mosquée Azhar maintenant, qui s'appelle Azhar pour Fatima Zahra, la fille du prophète alayhi wa sallam. Donc ceux qui vous disent que le Maghreb n'est pas chiite, c'est faux. Nous sommes chiites, nous allons reconstruire l'État fatimide chiite au Maghreb. Nous sommes des chiites, et celui qui n'est pas descendant du prophète n'a pas le droit de commander les croyants musulmans. Ça veut dire qu'il est passé au chiisme, Kadhafi. Vous voyez? Alors, après les ulama, les gens normaux et tout, c'est un président d'une nation. C'est le Kadhafi qui passe au chiisme. Donc il fallait l'abattre. Il fallait l'abattre par tous les moyens. Il fallait le tuer. Et abattre cet État, ça faisait l'affaire de l'Occident. Pourquoi? Parce que si demain il y a une guerre en Iran, avec toute la chair à canon qu'on va envoyer là-bas et provoquer une guerre au Moyen-Orient et en Iran, tout le détroit d'Ormuz sera transformé en champ de bataille, donc on ne pourra pas avoir le pétrole et le gaz, on va le prendre de Libye. Et ainsi de suite. Le Mali, comme ils ont fait, ils ont envoyé le Mali avec la Libye, ils l'ont fait, on l'a vu, et on va profiter du Nigeria aussi, où est-ce qu'on va instaurer les groupes terroristes de Boko Haram, qui sont wahhabites aussi, commandés par l'Arabie Saoudite. On les met au Nigeria pour que demain on intervient, on prend le Nigeria et le pétrole du Nigeria et le pétrole de la Libye, voire l'Algérie aussi qu'on va déstabiliser, comme on est en train de le faire maintenant, déstabiliser l'Algérie pour prendre son pétrole, son gaz, ainsi que la Libye, le Mali, le Nigeria, pour pouvoir remplacer le pétrole qu'on va perdre vers le Moyen-Orient, qui est au Moyen-Orient là-bas, parce qu'il y aura une guerre, ce sera un champ de bataille. Regardez le plan diabolique, comment c'est fait. Okay? On met l'islam wahhabite et les terroristes, là on veut envahir, pour prendre les richesses. Ok. Donc, Kadhafi, je vous ai dit, il passe au Chine, je vous donne la preuve. Comme ça, on ne dit pas, on parle dans le vent, il faut donner les preuves de ça. Je vais vous montrer un discours, je vais vous mettre les vidéos en bas. De toute façon, إن الدولة الفاطمية الجديدة هي ملكنا، هي تاريخنا، هي إرثنا. نحن صنعنا الدولة الفاطمية الأولى وسنصنع الدولة الفاطمية الثانية. هذه دولتنا، لا أحد يستطيع أن يحتج، ليس له الحق أن يحتج علينا. والذي يحتج علينا هو ينبح. هذه دولتنا قامت فوق هذه الأرض فقامها أجدادنا، فنحن أولى بها وببعثها كلما تمكنا من ذلك. لا تستطيع القاهرة أن تهرب من مصيرها الفاطمي. القاهرة هي قاهرة المعز بالله. القاهرة صنعها الفاطميون. لولا الفاطميين ما في قاهرة، ما في مصر. ماذا كانت مصر قبل الفاطميين؟ كانت اسكندرية والأهرامات. الفاطميون هم الذين اختاروا مصر قلب الأمة أن تكون عاصمة الأمة، وبنوا القاهرة. القاهرة فاطمية 100%. من يستطيع أن يهرب من فاطمية القاهرة؟ الأزهر، ما هو الأزهر؟ هو فاطمة الزهراء، هو مسجد فاطمة الزهراء. كل من تخرج وسيتخرج من الأزهر أو درس ويدرس في الأزهر لا يستطيع أن يخرج من جلدته. الأزهر قلعة من قلاع الفاطمية. لولا الفاطميين ما في أزهر. ما معنى الأزهر؟ معناها جامع فاطمة الزهراء. راجعوا كل ثقافتكم وأعيادكم ومواسمكم في شمال أفريقيا كلها شيعية. الآن يقولون إن الشيعة هي إيران والسنة هي العرب، وهذه أكبر كذوبة تاريخية في الحقيقة ساطعة سطوع الشمس في رابعة النهار. من أين جت هذه التفسيرات المضحكة المبكية لأصحابها؟ متى قامت دولة شيعية في إيران أو في أي مكان آخر خارج الوطن العربي؟ أول دولة شيعية في التاريخ هي في شمال أفريقيا، الدولة الفاطمية الأولى. Voilà, donc il dit le premier État chiite dans le monde, ça a été le Maghreb, parce que c'est l'État fatimide. Et là, il déclare
que Kadhafi veut transformer passer au chiisme. Il dit au peuple, allez-y, vérifiez votre culture et allez voir votre culture et revoyez votre islam et votre culture en général. Donc, là déjà ici son arrêt de mort par rapport à l'Arabie Saoudite, déjà il a insulté le roi d'Arabie Saoudite en pleine réunion du Congrès arabe. Il lui a dit, toi tu es comment on dit, un sbire des Anglais, c'est eux qui t'ont mis, si ce n'est pas les Anglais, tu n'es pas assez en face de moi. Et le roi d'Arabie Saoudite lui a promis qu'il allait mourir. Donc ça s'est passé et la réunion existe sur vidéo et tout. Donc, là alors, il faut abattre Kadhafi. Kadhafi devient très très dangereux. Il parle du chiisme, il leur rappelle l'histoire que le Maghreb était chiite. C'était les chiites. Chiite, ça veut dire partisan. Partisan de Ali, partisan de Fatima Zahra Ali, la famille du prophète. Donc, à partir de là, on ramène Al-Qaïda. Alors, pour ramener Al-Qaïda, tous ces gens qui étaient en Afghanistan et tout, ces terroristes, il fallait les reprendre en main et les remettre dans les pays arabes musulmans pour déstabiliser ces pouvoirs. Ça veut dire qu'on travaille avec Al-Qaïda carrément. C'est pour ça que maintenant on voit que les terroristes sont armés et toutes les guerres qu'ils ont fait les Américains, l'Occident et tout contre le terrorisme en Afghanistan et en Irak, soi-disant, n'a fait que pousser ce terrorisme à augmenter son nombre et ses mercenaires entraînés et tout ce qui s'ensuit. Okay. Donc, comment on fait? On ramène Al-Qaïda en Libye, et je vais vous montrer, c'est Abdelhakim Belhadj. Abdelhakim Belhadj, c'était un membre de Al-Qaïda. On va le voir, je vais vous le montrer. Reconnu, membre d'Al-Qaïda. Je vais vous le montrer. Comme ça, vous allez le voir. Abdelhakim Belhadj. Alors, c'était un disciple de Ben Laden en Afghanistan et tout, qu'on reprend normal avec sans problème. Je vais vous le montrer. Donc le voilà. C'était un membre connu d'Al-Qaïda et ok, ça c'est Abdelhakim Belhadj. Ok, vous allez le voir, le voilà. Pendant qu'il était avec Al-Qaïda, et de l'autre côté, pendant qu'il était arrivé en Libye, il a pris le pouvoir, c'est devenu un gouverneur en Libye. Ok, je vais vous le montrer aussi, les photos avec John McCain. Regardez bien ce gars. Ça, c'est Abdelhakim Belhadj, ok? On va le voir. Comme le calife, là-bas, le califat. On va le voir en photo avec... Ok. Vous allez voir comment la France travaille avec des terroristes. Je vais vous le montrer. Ok. Ok. Voilà la photo. John McCain et Abdelhakim Belhadj, ancien membre de Al-Qaïda. Ok? Comme ça, les gens vont dire, non, non, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. On va revoir maintenant Abdelkarim Belhadj, où est-ce qu'on va le retrouver?
mes chers amis français, vous allez voir où est-ce qu'il est. Alors, il est en France avec Isabelle Mondreau, assis, cravate, costume. On lui fait la promotion comme étant un gars bien qui s'est retiré de Al-Qaïda et tout. Vous allez voir et je vais vous mettre les vidéos. Bon anniversaire, c'est demain. Il a 48 ans. هي تتمنى لك عيد ميلاد سعيد لغدا. Regardez, le voilà. وأقدم نفسي أنا إيزابيل موندرو صحفي في صحيفة لوموند، وسيكون هناك ترجمة أطلب أن تكون الأسئلة والمداخلات قصيرة. Donc voilà, cette courte présentation faite, je vais, avant de donner la parole à Abdelhakim Bellaj, vous retracer brièvement son parcours. Abdelhakim Bellaj est un Libyen né le 1er mai, donc bon anniversaire, c'est demain. Joyeux anniversaire et tout, hein. هي تتمنى لك عيد ميلاد سعيد لغدا. Un personnage, un des plus en vue aujourd'hui en Libye, l'un des plus controversés aussi. Voilà. Qui a longtemps été dans la clandestinité. Dans la clandestinité, le pauvre. Retracer brièvement son parcours, donc il est parti faire le djihad en Afghanistan. Voilà. Voilà, donc alors ça y est, c'est bon, c'est un bon gars, il est en Afghanistan avec Al-Qaïda et tout ça, mais en vérité c'est un bon gars, c'est pas grave. Il est en France, ok. Il rentre en France, il a un visa et tout, et il n'y a pas de problème, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Après on nous dit aux Algériens, il faut intervenir en Libye pour faire la guerre aux terroristes, alors que eux, c'est eux qui ont placé un terroriste reconnu d'Al-Qaïda en Libye. C'est drôle, hein? Vous allez voir, c'est quoi le... Je vais vous lire brièvement qui c'est Abdelhakim Bellaj. Ok. Ok. Ça, c'est Libération de l'époque. C'est un article, le retour d'Al-Qaïda, Abdelhakim Bellaj. Ok. Donc, djihadiste de longue date, le nouveau gouverneur militaire de la capitale libyenne avait été capturé par la CIA, pour les services secrets américains. L'homme qui a pris Tripoli à la tête des rebelles libyens en est aujourd'hui le gouverneur militaire de facto. Et une vieille connaissance, la CIA l'a pisté, traqué et finalement capturé en Malaisie en 2003. Elle l'a ensuite transféré dans les plus grands secrets, dans l'une de ses prisons secrètes, celle de Bangkok. À cette époque, Abdelhakim Bellaj, plus connu sous le nom de Abu Abdullah Sadr Nilouin, vous mettez l'article, vous allez dire, c'est un terroriste d'Al-Qaïda. C'est drôle comment tous ces terroristes-là, ils sont dangereux Al-Qaïda, ils sont emprisonnés chez les Américains, après ils sont relâchés et c'est devenu les chefs. Lui en Libye et Al-Baghdadi, le khalifa des musulmans. Vous voyez? Et votre pays, la France, le gouvernement français vous dit non, il faut combattre le terrorisme et tout, alors qu'il le reçoit en France avec Isabelle Mondreau, journaliste du Monde, pour le blanchir. La France lave plus blanc. C'est ça l'histoire. Donc, on commence par tomber la Libye, on met les frères musulmans en Égypte et on lance les djihadistes de Libye, hop, et la Tunisie avec l'accord des gouvernements tunisiens pour aller en Syrie déstabiliser le pays le plus laïque dans le monde arabe, où toutes les ethnies vivaient, toutes les différentes religions, les gens vivaient en tranquillité et en paix, il n'y avait pas de guerre entre eux. Alors pourquoi il faut démolir la Libye et provoquer le Hezbollah pour démolir le pouvoir en Syrie et démolir la Syrie et provoquer le Hezbollah pour l'attirer dans une guerre pour combattre le Hezbollah avec des musulmans. Et quand vous leur dites pourquoi vous n'allez pas intervenir en Palestine, non, il faut d'abord tuer les chiites, après, parce que les chiites sont plus dangereux que les juifs. Regardez comment ils font dormir les gens. Donc, et ça, ils commencent à faire... commence à envoyer des gens de France, de partout, venez, et ça a tourné en conflit chiite-sunnite. On n'a pas vu en Libye, on n'a pas vu en Tunisie, on n'a pas vu en Égypte, mais ça a commencé avec la guerre en Syrie. Ça a commencé, les chiites, nos Sayriya, il faut les abattre, il faut ceci, il faut cela, et ça a commencé à venir de partout. Et le financement, le soutien politique à l'ONU par les puissances occidentales, et le financement de l'armement, et remplir les contingents terroristes par la doctrine wahhabite à travers les télévisions, à travers toute le...
comme ça, pour pouvoir faire renverser le régime syrien et par la suite combattre le Hezbollah pour enlever le danger du Hezbollah par rapport à Israël, et de là, prendre tout ce monde-là et attaquer l'Iran. On aura de la chair à canon. L'Irak, et on est fini. L'Irak, déjà, on peut la prendre avec le terrorisme. Déjà, on est installé, on est là, il n'y a pas de problème. C'est ça le plan initial du printemps arabe. Mais il y a eu, comme on dit, un contre-courant. Un contre-courant, pourquoi? Parce que la Turquie qui est entrée en jeu, c'est les frères musulmans aussi. Donc, il fallait trouver Bachar al-Assad. Ils n'arrivent pas à renverser Bachar al-Assad. Pourquoi? Parce que l'armée est là, elle est debout, et ce n'est pas vraiment, comme ils disent, un pays chiite, parce que le mufti de Syrie, c'est des sunnites, les muftis, c'est des Hassoun, et c'est le Bouti, rahimahullah. Le Bouti, c'est un alim sunnite, et c'est lui qui a participé à l'élaboration de la paix en Algérie. C'est un grand alim sunnite, comme on dit, très modéré. Il a été assassiné dans sa mosquée, on lui a mis une bombe, on l'a fait exploser, il avait 81 ans, sous les ordres de Qaradawi, qui lui dit à la télévision qu'il faut qu'il meure. À la télévision du Qatar, ok, le Jazeera, c'est incroyable. Alors, le régime, ils ne peuvent pas renverser le régime, donc le Hezbollah, on le provoque, il rentre en Syrie, parce que c'est les frontières avec le Liban. Bon, après, on commence à dire aux musulmans, regardez, c'est les chiites qui vont en Syrie pour tuer les sunnites. Alors qu'eux, ils sont arrivés de tous les pays du monde. Ils disent, nous, on va démolir la mosquée de Zeynep, la fille de Sidna Ali alayhi salam, on va démolir la mosquée de Zeynep et tous les comme on dit, les lieux saints des chiites. Alors, ils sont rentrés pour défendre ces lieux saints, justement, et défendre les frontières de Qalamoun, qui était un passage pour les terroristes et un passage pour le... Ça commence déjà à prendre accro. Le plan commence, le moteur commence à s'enrayer. Ils n'arrivent pas à battre le régime de Bachar al-Assad. La Turquie, c'est un pays turc, donc il n'accepte pas les Arabes. Si demain, il prend ça veut dire que les Turcs, ils sont mélangés à des chiites, à des Kurdes, à des Turcs chrétiens. Donc, ils ne peuvent pas compter sur la Turquie pour vraiment envahir la Syrie, parce qu'ils ne peuvent pas l'envahir en tant qu'État, parce que c'est une déclaration de guerre. Et sans oublier le veto à l'ONU de la Russie et de la Chine. Donc, hop, le moteur s'enraye. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont besoin d'une grande nation arabe pour soutenir cette invasion des sunnites contre les chiites. Quand on dit sunnites, ce n'est pas les peuples, là, ça veut dire les maîtres sunnites, comment ils ont galvanisé les foules sous le nom de sunnisme pour tuer les chiites et les exterminer, abattre le Hezbollah, abattre la Syrie, abattre l'Irak, jusqu'à arriver à l'Iran. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vont, avec Morsi en Égypte, ils vont le pousser, Morsi, à prendre la tête de la révolution syrienne pour eux. Parce que c'est un pays arabe, 80 millions, les salafistes sont là, les frères musulmans sont organisés, ils ont le pouvoir en Égypte. Donc, ils commencent leur plan, ils commencent à établir leur plan. Ça veut dire une grande nation arabe qui est l'Égypte, qui va se mettre du côté des sunnites pour combattre l'État de Bachar al-Assad, qui est alawite, qui est chiite, qui est tout ce que vous voulez. Parce qu'ils ne peuvent pas compter sur la Turquie, et ils ont peur de la Turquie, l'Arabie Saoudite. Tout ça pourquoi? Parce que la Turquie veut récupérer son empire ottoman, que les Saoudiens eux-mêmes ont participé à sa démolition avec les Anglais par la doctrine wahhabite. Dans l'histoire, on va le voir plus tard dans l'histoire, dans les vidéos. Ok? Donc, c'est compliqué, je sais. Donc, il fallait un peu écarter la Turquie, qui, avec l'OTAN, déjà, elle a son côté avec l'OTAN, donc elle n'a pas peur pour elle, mais il fallait un État arabe. L'Irak, on ne peut pas parce que c'est le Maliki, il est contre l'invasion de la Syrie, donc il est du côté de l'Iran. L'Algérie soutient Bachar al-Assad, on ne veut pas qu'il tombe parce qu'après la Syrie, ça aurait été nous, ça aurait été plus facile pour eux. La Libye, ils ont déclenché le Mali pour dire voilà, on va mettre le Mali un peu, et on va attaquer la Syrie, ça va prendre 6 mois, et on retourne vers le Maghreb. Okay? Donc il faut mettre l'Égypte. L'Égypte, il ramène des ulémas, il faut un congrès, et Morsi crie à tue-tête qui veut l'entendre. Voilà, nous sommes contre Bachar al-Assad, et j'avertis le Hezbollah qu'il faut qu'il sorte de la Syrie, et nous allons au djihad en Syrie. Ça veut dire qu'il veut provoquer une guerre entre l'Égypte et la Syrie. Un clown. Alors que lui,
Il était frère musulman, il dit moi si je prends le pouvoir, j'enlève l'ambassade israélienne et tout, alors qu'en vérité il se retourne contre la Syrie, sous les ordres des États-Unis. Et il ramène tous les ulama. Je vais vous montrer une vidéo d'un congrès et il commence à critiquer les chiites. Lui assis en tant que président de l'Égypte et les ulama d'Arabie Saoudite et tout, et le Massad les Salafiyya, comme on dit, les wahhabites, ils font leur discours et ils disent au président il ne faut pas laisser les chiens de chiites rentrer en Égypte et tout ça, il faut combattre le chiisme. Et lui assis en tant que président. Ça veut dire ils ont fait toute une réunion de 20 000 personnes dans un stade, dans une salle de sport, 20-25 000, et ils ont galvanisé les foules contre les chiites, un point incroyable. Je vais vous montrer la vidéo. Alors regardez comment Cheikh Hassan commence à faire la propagande. ألا تفتحوا أبواب نصر الطاهرة للرافضة. مهما استطعنا سيادة الرئيس أن نستغني عن هؤلاء الأنجاس. Voilà, ça veut dire n'ouvrez pas vos portes aux rafida, ça veut dire les chiites, les anjas, les chiens, comme on dit, les impurs. Ok? Ça, c'est un. Je vous montre juste un petit peu, mais je vais vous mettre la vidéo en bas en plus lent. Comme ça, vous allez voir. Et lui, il menace carrément le Hezbollah. Il dit que voilà, le Hezbollah, il faut qu'il sorte. Regardez. سواء كان تدخل دول أو ميليشيات أو من أي طرف من الأطراف. على حزب الله أن يترك سوريا. هذا كلام جاد لا مجال ولا مكان لحزب الله في سوريا. Voilà, donc il faut abattre le Hezbollah. Pourquoi? Parce que toute la jeunesse arabe était derrière le Hezbollah après sa victoire en 2000 sur Israël et après sa victoire en 2016. Les jeunes arabes et tout étaient pour le Hezbollah, et jusqu'à présent il y a beaucoup de sunnites qui sont sunnites mais qui sont pour le Hezbollah et qui encouragent le Hezbollah, qui disent c'est une armée islamique musulmane qui combat l'impérialisme. Alors il faut abattre le Hezbollah. Pour abattre le Hezbollah, il faut abattre la Syrie. Pour abattre la Syrie, il faut avoir des gens de la chair à canon. Pour avoir la chair à canon, il faut déstabiliser tous les pays arabes, mettre des régimes islamiques, prendre les armées, prendre le Qaïda, les terroristes et les envoyer à la guerre. Après on dit, oh, la guerre sunnite chiite, non. Tout ça c'est modelé, c'est bien ficelé, mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que l'accro vient d'où? Parce que une semaine après, qu'est-ce qu'ils font en Égypte? Ils prennent un imam qui était sunnite à l'Azhar, un grand alim de l'Azhar, Cheikh Hassan Shahata, et ils le lynchent en pleine rue et ils le tuent en pleine rue. Et les islamistes de Morsi sont contents, il n'y a eu aucune condamnation ni rien, et ils l'ont tué comme un chien, ils l'ont traîné. Regardez, je vais vous montrer. فاتح تويتر. Je vais vous mettre la vidéo, vous allez la voir. محاصرين الشيعة. Vous allez voir comment ils l'ont massacré, ils l'ont lynché. C'est un chiite, un alim de l'Azhar, qui s'est converti au chiisme, et il a converti beaucoup de gens en Égypte, parce qu'il était très connu en Égypte, il était très respecté en Égypte. C'est lui qui faisait les prêches du vendredi en face de l'ambassade d'Israël pendant des années, et c'était le moufti de l'armée égyptienne. Ça, c'était au temps de Morsi. Après, on dit Morsi, c'est un bon gars, et puis il a été renversé et tout. Ça n'a pas tardé, une semaine après, boum, il y a eu le coup d'état de Sisi. Après le coup d'état de Sisi, encore le moteur s'est arrêté. Il n'y a plus de puissance. C'est fini, puissance arabe qui va prendre la tête de cette guerre contre les chiites. Et c'est là que le terrorisme
a pris son ampleur. Ça veut dire qu'il est devenu incontrôlable. Pourquoi? Parce que la révolution est tombée à l'eau. La révolution et leur guerre est tombée à l'eau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés, ils les ont lâchés sur l'Irak pour diviser l'Irak. Ils reviennent au plan du Grand Moyen-Orient. Ça n'a pas marché, la galvanisation des foules. Et puis, ça a tellement tardé avec la Syrie et tout ça que les gens, les musulmans, ont pu voir que c'était une guerre, une fausse guerre qui nous proposait des fausses révolutions. Il y a beaucoup de crimes au nom d'Allah, il y a beaucoup de massacres et tout. Donc les peuples musulmans ont commencé à retourner, à revenir en arrière, à dire non. Ça veut dire la machine s'est enrayée, donc après c'est des bandes terroristes qui sont organisés, ils s'entretuent entre eux. Pour les rassembler de nouveau, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent le calife Abu Bakr al-Baghdadi, qui est leur agent à eux, de l'Occident et d'Israël, pour aspirer tous ces groupes-là et refaire un autre plan. Ça veut dire mettre le Doula al-Islamiyya, comme ils disent, le Doula al-Islamiyya, l'État non islamique, mettre les groupes pour galvaniser les groupes d'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, la Syrie, l'Irak, pour qu'ils tombent tous sous la bannière d'un seul homme, comme ils étaient Ben Laden à l'époque. Il fallait leur inventer un homme pour les guider. Et cet homme est sous les ordres des services secrets saoudiens et tout ça, pour refaire une autre révolution, pour rentrer dans des guerres, pour tomber ces régimes. Par exemple, comme le Sisi en Égypte, l'Algérie, la Tunisie, reprendre en main tous les pays arabes, musulmans, avec cet état de Daesh, et qui va nous permettre de nous intervenir en Irak et intervenir en Syrie, et recoloniser tous ces gens-là pour qu'on soit sur le terrain. Ça veut dire qu'ils sont perdus. Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils disent, voilà, nous on va attaquer Daesh parce que Daesh est terroriste, alors que c'est eux qui les ont créés, c'est eux qui les financent, ils ne les bombardent même pas. Ils sont en train de bombarder l'infrastructure de la Syrie. Hier, ils ont tué une trentaine de soldats irakiens. Ils ont dit, on a fait une erreur. C'était une erreur. Les soldats, les volontaires chiites en Irak. Donc, ça c'est pour reprendre le flambeau, parce qu'ils n'ont pas réussi à galvaniser les foules, à abattre le Hezbollah après 3 ans, à abattre le régime syrien. L'Égypte, ils l'ont perdu. Donc il y a un mouvement qui s'est créé de résistance entre l'Algérie, l'Égypte, l'Iran, la Russie, la Chine et la Syrie et le Hezbollah. Donc au contraire, ils gagnent du terrain. L'Arabie Saoudite, ils ont perdu le Yémen cette semaine. Les Houthis sont arrivés à Sanaa. Les Houthis, c'est des chiites aussi. Ils ont signé des accords avec le gouvernement. Là, ils leur envoient Al-Qaïda pour leur faire la guerre, parce qu'ils ne veulent pas que les Houthis soient là-bas. Et c'est ainsi de suite. Et là, on est en train de voir comment ils sont en train carrément d'aider ces groupes terroristes pour déstabiliser encore plus les pays et entrer et envahir ces pays. Donc, toute cette guerre sunnite, tout ce printemps arabe, c'était pour la guerre des sunnites, pour envahir. C'est une guerre des sunnites. Quand on dit des sunnites, ça veut dire pas que les gens se sentent visés. Hein. Je dis ceux qui se croient sunnites, qui sont sous l'égide de l'Arabie Saoudite, et qui viennent de France, et qui viennent d'Espagne, d'Angleterre et tout ça. Tous ces terroristes ont été récupérés, et ils les ont mis sur le terrain pour abattre les chiites, pour exterminer les chiites. Je vais vous montrer une vidéo, vous allez rester bête. C'est un enfant, ok, un enfant de, je pense, de 8-9 ans. On lui apprend à chanter et dire on va tuer les chiites. On va égorger les chiites, un enfant avec un couteau, et il chante qu'il va égorger les chiites et qu'il est venu pour les égorger. Vous vous rendez compte?
Et ça, ces gens-là, on les finance de l'Occident, et la France leur donne des armes, leur donne de l'argent, et maintenant ils nous disent à nous l'Algérie que c'est de notre faute parce que Hervé Gourdel a été assassiné et décapité en Algérie. Abdelhakim Belhadj qui vient, tout ça. Et je peux vous montrer beaucoup de vidéos où même en Algérie, les salafistes par la télévision, ils disent il faut pas parler aux chiites, il faut les dénoncer, c'est incroyable, ça veut dire c'est mortel ce qui se passe. Donc ça, c'est pour vous donner une image du printemps arabe, qui n'ont pas réussi d'ailleurs. Okay. Maintenant, l'Algérie n'a pas bougé, l'Égypte retombe entre les mains des armées, la Libye, il faudra laisser comme ça pour l'instant, parce que on a besoin de la Libye si jamais la guerre, on réussit à faire la guerre à l'Iran, avec la chair à canon. Okay. Le Hezbollah tient bon, la Syrie, Bachar al-Assad tient bon aussi, donc leur plan est tombé à l'eau. C'est ça le problème, chiites, sunnites, comment ils ont inventé le printemps arabe pour déclencher cette guerre sunnite-chiite qui va travailler l'intérêt du sionisme, de l'impérialisme international et de l'Arabie saoudite, les wahhabites. Donc ça, c'était une vision que j'avais moi en 2011, avant la chute de l'Égypte, de la Libye et tout ça. J'ai parlé de ça jour pour jour, un 10 octobre 2011, je vais vous mettre la vidéo, vous allez la voir pour que vous puissiez comprendre c'est quoi le complot diabolique qu'ils ont fomenté, ces wahhabites du Golfe, pour abattre l'Iran et pour que les musulmans restent ignorants et ne connaissent pas leur religion. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va parler du problème chiite-sunnite du côté théologique et historique, pour que les gens puissent comprendre c'est quoi le problème chiite-sunnite. Et vous allez voir comment, après la mort de Shahata, le shir chiite, comment un shir wahhabite, il dit, moi j'étais content de la mort de Shahata. قلت ان في هناك من قال اول شيء طبعا قلت انه خاف من نقل الفتنه الطائفيه لدولنا. هل نقل هذه الفتنه؟ انه قتل. لاني لست اواكب السياسه ولا احب السياسه، واسال ان يبعدني عنها بعد السماع الارض وابقى انشغل في القران، لا اريد شيء يشغلني عن القران، لكني انا فرحت بمقتله. القرآن تفسير الاحلام. ايه فقط. انا فرحت بمقتله جدا، هذه عاطفه، العاطفه عندي اني فرحت بمقتله وقلت الحمد لله. حتى وان كان من غير حكم شرعي من غير شيء يعني. انا وقع الحدث الان وقع الحدث. Il lui a dit, il n'y a pas de truc en jurisprudence qui dit c'est logique de le tuer, j'étais content, mais maintenant ça y est, c'est arrivé, on n'a pas de jurisprudence. Je suis très content qu'il soit tué. Regardez comment ils l'ont tué, au nom de l'islam, messieurs. Après, ils disent que nous sommes les sunnites, et que nous, on aime l'islam, et on défend l'islam. Voilà comment ils défendent l'islam. Ils montrent la plus mauvaise image de l'islam qui puisse exister. Et quand on parle, on nous insulte, on nous dit, vous, les chiites, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes cela, ceci. Donc ça, c'est pour que vous ayez une introduction, comment ils ont fait pour déclencher cette guerre sunnite-chiite. Mais la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va revenir sur l'histoire et la théologie. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir, messieurs, dames.